Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Caroline Guillot est l'auteure du maintenant célèbre manuel très illustré d'allaitement. Sans surprise, elle nous raconte comment son histoire personnelle, les difficultés qu'elle a rencontrées, la façon dont elle a voulu et pu vivre son premier allaitement l'ont menée à écrire et dessiner ses livres au service des mamans. Son fils a été allaité durant 4 ans et sa fille de 6 mois est allaitée au moment même où nous tournons cet épisode. Vous l'entendrez réagir de temps à autre. Elle va vous raconter son cheminement, de mère novice en allaitement, jusqu'à la maman très renseignée sur le sujet qu'elle est devenue, et comment cela leur a permis, avec son mari, d'évoluer dans leur parentalité. Vous vous y attendiez, pour Caroline, ça a tout changé. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Caroline, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, merci beaucoup. Caroline, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent ? Alors, sur Instagram, je suis l'auteur du compte Tété en Tété et aussi, du coup, je suis l'auteur du livre Le manuel très illustré d'allaitement et le guide d'allaitement du prématuré. Ok. Est-ce que tu as des enfants ? Oui, j'ai 2 enfants. J'ai un petit garçon de 5 ans et une fille de 7 mois. D'accord, ok. Est-ce que tu as allaité tes 2 enfants ou tu allaites encore tes 2 enfants ? Alors, j'en allaite un pour l'instant, qui est du coup Ok. hein, et mon fils a été allaité, oui, très longtemps. D'accord, ok. Est-ce que tu avais une idée de ce que c'était que l'allaitement avant de commencer cette aventure-là ? Est-ce que tu étais un petit peu renseignée ? Alors, non, pas du tout. J'étais vraiment très novice dans tout ce qui était allaitement et parentalité. J'avais des idées très classiques de tout ça. Euh, et du coup, avec mon fils, on avait eu la préparation à l'accouchement. Il y avait eu une des séances, c'était pour l'allaitement, mais finalement, c'était surtout pour le biberon. Euh, on a quand même posé des questions, savoir qui voulait allaiter ou pas. Il y a des doigts qui sont levés, comme ça fait bien tout de suite 2 clans. Et puis en fait, on nous a gentiment dit, bon bah, celles qui allaiteront, vous allez avoir mal pendant 1 mois, mais après, ce sera chouette. Et ça allait pas plus loin. Ah oui, Donc, c'est un peu réducteur. ouais, c'était super réducteur. Et après, elle avait plutôt parlé de le lait industriel pouvait donner des complications. Donc, quel genre de médicaments donner, il y avait un peu de ça. Et oui, si elle avait quand même parlé un petit peu du coussin d'allaitement, sur comment le placer. Parce que l'allaitement, c'était que ça. En fait, c'était un coussin d'allaitement. Enfin, vraiment, ça a été une catastrophe. Niveau préparation, c'était une cata. Donc, on a tout appris vraiment sur le tas avec notre fils. Tu l'as senti sur le moment que c'était la cata ? Moi en plus j'étais très partagée. Je savais pas du tout si j'allais allaiter. Je voulais essayer pour avoir mon avis personnel, Ouais. ne pas suivre ce que me disent les magazines, qui en plus aujourd'hui je me rends compte sont surtout payés par des grandes marques industrielles. Donc forcément ce que me disent les magazines n'était pas forcément très positif. Ouais. Je voulais pas le faire parce que c'était bien aussi pour je voulais pas faire ça. Je voulais faire ce que je voulais faire, ce qui bon me semblait. Mhm. Et c'est vrai que ça m'avait un peu déstabilisée en me disant, mais comment ça se fait que l'allaitement se réduise à si peu de phrases? Ça m'avait marqué. Je m'étais dit Ça que t'avait interpellé déjà à cet instant-là. j'avais trouvé ça vraiment bluffant. Je me disais que c'était un peu triste aussi. Et alors du coup, t'as essayé. Tu t'es dit, allez go. Alors est-ce que t'as essayé de prendre plus d'infos ailleurs ou non? T'y es allé
Comme ça. J'y suis allée comme toute bonne maman, enfin jeune maman comme beaucoup, en me disant mais c'est naturel, hein, ça se fait tout seul. Donc en fait, Pleine de bonnes intentions. voilà, en fait mon fils est né à 37 semaines, il est arrivé un petit peu plus tôt que prévu. Avec une péridurale. Donc en fait, à la maternité, il était enfin, il dormait énormément, ce qui est tout à fait normal. Il était vraiment petit, comme il manquait un peu de force. Hein. Et du coup, bah, mes seins avec la montée de lait étaient énormes, plein, plein, plein. Mon fils n'arrivait même pas à mettre le mamelon dans sa bouche. C'était vraiment une cata. Et voilà, la conclusion, cette grande phrase, dont j'en parle souvent parce que c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. On nous a dit à la maternité qu'en fait, si mon fils ne t'était pas, c'est parce que mon lait avait mauvais goût. C'était une question de chance. Et moi, j'avais fait Pas une de bol. pioche, voilà. Et du coup, bah, il fallait laisser tomber et passer tout de suite au lait industriel. Et heureusement, on n'a pas lâché l'affaire avec mon compagnon, puisqu'on est plutôt cartésien, donc on trouvait que peut-être que mon lait avait mauvais goût, c'est vrai. Ça, on n'en savait rien, parce qu'on l'avait pas goûté. Mais par contre, il devait être fait pour notre enfant, puisque c'était fait pour nourrir un bébé. Donc, pour le goût, on ne pouvait pas savoir. Donc, on a demandé le tire-lait pour pouvoir donner les compléments, parce qu'il commençait vraiment à, bah, il y avait cette fameuse perte de poids qui angoisse beaucoup à la maternité. Il faut que le bébé reprenne son poids pour sortir. Et du coup, c'est vrai qu'il ne pensait qu'à ça, à donner des compléments. Donc, on a demandé le tire-lait. Et là, on s'est rendu compte que le problème, en fait, c'était pas que le fait qu'ils étaient pas formés, c'est qu'ils n'avaient pas le temps. Les équipes étaient débordées, comme dans beaucoup de maternités. Et accompagner à une mise en place de l'allaitement, ça prend du temps. Et ils ne l'avaient clairement pas. Donc ça, c'était compliqué. Mais bon, finalement, on a insisté et ça s'est bien passé après, il n'y a pas eu de soucis. Mais voilà, dès le début, on a eu des couacs. D'accord. Alors, vous avez réussi à sortir de la maternité avec un bébé qui était complémenté avec ton lait, c'est ça? Alors, à ce moment-là, il avait été à la maternité, après on nous avait dit que c'était bon, donc on avait arrêté. Et Il puis arrivait à prendre le sein, ça y est. voilà, et à la visite de la sage-femme à la maison, là par contre, non, le poids n'allait pas, il a fallu à nouveau le compléter. Donc là, on a fait des séances de tirage avec un tire-lait qu'on a dû louer et compléter mon fils pendant une petite semaine. Hein. Oui, donc il y a une D'accord. fille avec moi, voilà, donc ça fait un peu de bruit, désolée. Ouais, on a la louloute qui nous accompagne pour cet épisode qui est dans les bras de maman. Mais donc voilà, on a eu quelques jours de compléments et puis après, ça c'est, voilà, tout le monde, voilà, c'est un peu comme le décollage d'un avion, il y a un peu de turbulence au début et après, on était en vitesse de croisière, il n'y avait pas de problème. Ça a été un allaitement qui a duré combien de temps avec ton fils? 4 ans, donc 4 ans. euh, 4 ans sans encombre, une fois passé ces démarrages un peu compliqués. Et puis en plus, c'était un bébé qui était pas à terme complet. Donc c'est souvent des démarrages qui sont un tout petit peu plus touchy. voilà, il faisait moins de 3 kilos quand il est né, donc voilà, il était un peu plus, j'aime pas le terme fragile, mais voilà, il était plus petit, quoi, oui. Mais en fait, du coup, bah, en 4 ans, non, on en a eu des problèmes, évidemment. C'était donc du coup ce qu'on appelle un sevrage naturel, donc c'est Mhm. mon fils qui a, et moi-même, on s'est mis d'accord sur l'arrêt, mais lui a eu son mot à dire. Et en fait, oui, on a eu des problèmes. Moi, j'ai eu les crevasses, j'en ai eu un petit peu. Suite à ces crevasses, j'ai eu un muguet, enfin donc une candidose mammaire. Ouais. Mon fils n'a pas eu le muguet, mais moi j'ai eu donc du coup cette petite mycose délicieuse qui fait super mal. Hein. Et j'ai eu beaucoup Ouais. de mal à m'en passer, à m'en débarrasser plutôt. Et on a eu la grève de tétée. Ça, c'est rock'n'roll. Ça fait bien peur. Donc Ah ouais. Grève de tétée, à quel moment? une fois où je me suis mise en colère, pas contre lui, mais il a assisté à une de mes colères qui était explosive et ça l'a beaucoup marqué. Donc pendant 24 heures, il n'a pas du tout été. Et ouais, comme quoi les loulous, ils sont vraiment impactés par notre état à nous. Il s'est calmé une fois que j'ai fait le lien et je me suis posée, on a parlé ensemble. Bon, il était grand, il avait 1 an, ouais 1 an. Hmm. Donc bon, il était diversifié tout ça, mais je voulais pas que mon allaitement s'arrête à cause de ça. En plus, à cause d'une colère. Ça m'aurait, Ouais, ça t'embêtait. ouais, ça aurait été terrible. Hein. Et puis finalement, voilà, on a discuté tous les deux et puis c'est revenu. Donc un allaitement relativement facile. Oui, quand même. De manière générale, ouais. La mycose, c'était arrivé suite à quoi? T'as su s'il y avait une raison particulière? En fait, c'est une crevasse qui avait très mal cicatrisé.
Et Ouais. ça a mis une faiblesse dans mon sein et ça c'est venu de là. D'accord, ok. Ouais, c'est quelque chose qui s'est un peu infecté avec le temps. Ouais, ouais, c'est à cause de ça principalement. Donc ça, c'était dans les démarrages de l'allaitement? Ouais, c'était au début. Il y a une fois où j'avais mal mis en place et du coup, il a mal pris mon mamelon et Ah oui. ça a Et suffi. il a suffi d'une fois. Ouais, il a suffi d'une fois pour me lancer la crevasse. Et après, ouais, j'ai eu beaucoup de mal à. Ouais, ouais, parce que c'était un peu horrible. Mais bon, les crevasses, bon, toutes les mamans qui sont passées par ça savent que enfin, c'est quelque chose d'hyper douloureux, qui peut être impressionnant parce que voilà, il y a du sang. Bon. Voilà, moi, j'ai vraiment eu la totale. Et après, j'ai mis beaucoup de temps à réagir, à me rendre compte qu'il y avait un autre problème. D'accord. Le muguet, enfin que la candidose était là. Oui, parce que la candidose, on imagine un champignon, que ça gratte, que machin, mais non, en fait, ça fait mal. Ça fait mal en fait, surtout en début de tétée, vous avez le sentiment d'avoir un peu comme du verre pilé dans le sein. Ça lance, Aïe, aïe, aïe. ça fait très mal, hein. Et moi j'étais convaincue que c'était voilà, c'était ma crevasse qui faisait des siennes. En fait non, c'était pas ça. Donc j'avais mis beaucoup de temps, donc c'est pour ça que ouais, il a fallu beaucoup de temps pour me débarrasser de cette mycose. Oui, parce que petit retard au diagnostic aussi, comme on a mal de la crevasse, on se rend pas bien compte que le vent tourne et qu'il y a autre chose. Et j'ai vraiment laissé traîner le truc. Et ça, c'était l'énorme problème. C'est que vraiment, enfin, surtout pour l'allaitement de mon fils, voilà, j'étais clairement novice. Donc, et j'avais pas le déclic de la consultante en me disant, voilà, il y a un problème. Je voulais attendre. Pour moi, à cette époque-là, appeler une consultante, c'est quand vraiment ça allait pas. Alors que, en fait, il faut appeler dès le début. Alors que avoir mal à chaque tétée, finalement, ça va. En fait, en soi, c'était supportable. Après tout, j'avais accouché, donc bon, la douleur, il n'y avait pas de problème, je maîtrisais. Mais je me suis pas dit à un moment, il faut que j'appelle de l'aide. J'ai mis beaucoup trop de temps. Ça a été une erreur. Ouais. Il faut appeler les consultantes, faut appeler de l'aide. Il ne faut pas hésiter. Ouais. Moindre doute, problème, truc qui s'installe, il faut prendre de l'aide. Ouais, clairement. On ne le répétera jamais assez. Non, Tu t'étais imaginé allaiter ton fils jusqu'à un sevrage naturel? pas du tout. C'était à l'origine, je m'étais dit que j'allais allaiter pour essayer. Après, c'était pour jusqu'à l'arrivée de ses dents. Je disais, ah, bah, si les dents sont là, il y a un changement de régime, donc on arrête le lait. Puis après, je me suis dit que c'était complètement idiot. Euh, après, je me suis donné les 1 an. Et puis après, à chaque fois, je me donnais des espèces de dates butoirs, genre non, mais jusqu'à Pâques, non, mais aux vacances, j'arrête et tout ça. Et puis à ces 2 ans, là, j'ai compris que en fait, j'attendrai plus une date précise, en fait. Que on verra. On laisserait le. Après, tu t'es vraiment laissé porter. Ouais, ouais, c'est à ces 2 ans qu'il y a eu vraiment le déclic et le déclic de plein de trucs. On a vraiment tout lâché à la maison pour arriver au cododo, pour arriver vraiment au 100% portage et jeter cette poussette qui prenait la poussière mais qu'on gardait parce qu'on ne sait jamais. Voilà, il y avait plein de trucs comme ça où les 2 ans, ça a été un peu la date butoir, genre ben, en fait non, on va s'écouter, on va arrêter de suivre ce qu'on entend à droite à gauche. Ok. Et alors, le sevrage, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça s'est passé? Parce que tu nous dis, enfin, que j'ai cru comprendre dans ce que tu disais que tu l'avais un tout petit peu induit, mais que lui, enfin, c'était un peu à l'amiable entre vous deux. Ouais. Comment ça s'est passé? En fait, ça s'est passé avec l'arrivée de sa sœur, en fait, pendant la grossesse, où mes hormones D'accord. ont rendu les tétés très compliqués. Moi, en plus, je suis hypersensible, donc la naissance avec la grossesse était vraiment en feu et le toucher était compliqué. Donc, les tétés, pourquoi pas, mais il fallait pas que mon fils me touche, donc c'était compliqué. Donc On là, peut parler d'aversion à l'allaitement? ouais, ça devenait. Je finissais par accepter uniquement les tétés du matin au réveil, Mhm. où tout le monde était encore un peu endormi, les sens étaient un peu apaisés encore, donc ça passait. Et Ouais. en fait, fur et à mesure, bon voilà, à 4 ans, bon bah parfois il avait plus surtout envie de se lever pour aller jouer, donc du coup il y avait de moins en moins de tétés, donc j'avais Mhm. vraiment de moins en moins de lait. Et puis à un moment où, je sais plus, il avait passé plusieurs jours sans téter, et puis il a voulu revenir téter, je lui dis mais je n'ai plus rien là, regarde. Donc on a regardé tous les deux, je lui ai montré en pressant mon sein qu'il n'y avait pas grand-chose. Bon, j'avoue que j'ai pas trop insisté pour lui montrer. J'ai pas appuyé trop fort. Voilà. Alors sur le coup, il était un peu triste, mais puis en fait, on a discuté tous les deux de ce qui lui plaisait dans la tétée. Donc il Mhm. dit mais c'est les câlins, c'est le fait de sucer et tout ça. Et je lui ai dit mais dans ce cas-là, on peut transformer autre chose. Donc en fait, on a créé en fait le principe du pot à pot, parce qu'en fait quand on Mhm. faisait tétée à l'époque, on levait les t-shirts pour que nos ventres se touchent.
C'était très contact, D'accord. fusionnel. Hein. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé ça, c'est qu'on continuait le ventre contre ventre, mais à la place, il suçait son pouce. Et en fait, on a appelé ça le pot à pouce, et c'était devenu notre petit rituel du matin et du soir pour s'endormir et se réveiller. Et du Ok. coup, la tétée est passée aux oubliettes très rapidement, en fait. Ça lui a plus du tout manqué parce que finalement, on pouvait faire autre chose qui pouvait répondre à ses besoins de câlin et de succion. Ouais, c'était un besoin affectif à ce moment-là, purement. Ouais, ouais, ouais. C'est trop mignon ça de faire du pot à pouce. Ouais, c'était chou. Franchement, on a bien aimé cette période. Elle était sympa. C'était vrai. Ouais, donc du coup, ça a été un sevrage en douceur, quoi, après explication Oui, c'est ça. et solution pour détourner un peu le problème. Ouais, et je regrette pas. C'était vraiment bien. Je m'étais posé la question du co-allaitement, évidemment, quand la grossesse est arrivée. Et puis finalement, je suis contente voilà, de ce qu'on a là. C'est très bien. Bon, bah écoute, très bien. Et donc là, ta fille est née. Elle a quel âge, tu nous as dit? Elle a 7 mois. Et cette fois-ci, est-ce que tu t'es fixé un objectif? Alors du coup, elle, je me pose même pas de questions. C'est sevrage naturel. Mhm. Et bon, après, voilà, j'ai quand même la chance d'être indépendante et de travailler à la maison. Mhm. Donc, voilà, mon allaitement, et moi, je trouve enfin, c'est une énorme chance que j'ai parce que je peux arrêter de dessiner, écrire ce que tu veux pour donner une tétée à ma fille. Tout à Donc, fait. ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les mamans qui doivent retourner travailler. Donc, même si avec mon fils, voilà, cette période-là, je l'ai connu de donner le lait à l'assistante maternelle et tout ça. Là, cette fois-ci, avec ma fille, c'est vrai qu'on s'est mis beaucoup plus de chance. Enfin, c'est pas de chance pour qu'on y arrive, mais de chance vraiment là, en ce moment, c'est vraiment extraordinaire ce que je suis en train de vivre, de pouvoir travailler quand je veux et allaiter quand je veux. Ça, pour moi, c'est Ouais. super canon, très clairement. Mais Oui, c'est une chance. voilà, j'en profite énormément. Donc du coup, là maintenant, voilà, on se pose pas vraiment de questions, on se laisse toutes les deux porter. Elle veut téter, elle tète. Enfin, c'est très à l'amiable, beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus qu'avec mon fils. Ok, et alors, là pour ta deuxième, donc du coup, tu étais plus renseignée, parce qu'entre-temps, tu avais déjà créé le manuel illustré d'allaitement, celui du prématuré. Tu étais plus informée et en même temps, tu te posais moins de questions sur le temps sur lequel tu voulais allaiter. Qu'est-ce que ça a changé pour tes démarrages d'allaitement cette seconde fois? Euh, alors ça a donné. Alors je sais pas si je crois que ça existe ce syndrome-là. Je sais pas si tu connais le syndrome de l'étudiant en médecine. Un syndrome, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le syndrome, en fait, quand on commence les études en médecine, on découvre plein de On a maladies l'impression de tout avoir. parce que finalement, ça rentre. On devient un peu hypochondriaque. C'est exactement ça. Et là, du coup, ma fille, bon, il y a un moment, j'étais convaincue qu'elle avait un frein de langue, et puis après, j'étais convaincue qu'elle avait un torticolis, et puis finalement, après, j'étais convaincue qu'elle avait autre chose, qu'il y avait un problème dans sa vie, in utero, ou un truc comme ça. J'étais convaincue qu'il y avait quelque chose. Et puis, D'accord. finalement, bon, voilà, on a trouvé effectivement, elle avait un reflux. Sauf que j'arrivais pas j'étais pas, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment le début de l'étudiante, quoi. J'étais pas consultante et je ne le suis toujours pas. Donc, oui, Mhm. je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais j'étais pas encore complètement sûre. Donc, du coup, cette fois, je suis allée voir un ostéopathe d'abord et puis un chiro après. Et on a très vite trouvé la solution. Ce qu'il y avait de bien, la différence, c'est qu'effectivement, j'étais beaucoup plus attentive, j'ai vu très rapidement où était le problème. J'ai vu qu'il y avait quelque Ouais. chose qui allait pas. Tu savais qu'il y avait quelque chose, tu savais pas trop Voilà. quoi. Parce qu'après, il y a le deuxième syndrome, c'est pas un syndrome, mais c'est celui du cordonnier qui est le plus mal chaussé. Mais voilà, du coup, et puis j'étais beaucoup moins avec mon fils. On a eu beaucoup. J'étais encore très influencée par, enfin au début en tout cas, avant que je me lance dans ce travail sur l'allaitement, j'étais très influencée par ce qu'on pouvait me dire ou parce que je pouvais lire. Hein. Et avec ma fille, je fais beaucoup moins attention à ça en fait. C'est plutôt, je me fais clairement confiance, mais parce que j'ai pas mal de connaissances. Du coup, je suis très détendue. Après, Ok. mon caractère. J'ai besoin de connaître beaucoup de choses pour vraiment être rassurée. C'est pas le cas de toutes les mamans. Il y a des mamans où l'instinct est énorme dès le début. Moi, clairement, il l'était pas au début avec mon fils. Et, Ouais, t'avais besoin de te rassurer avec des connaissances pour pouvoir avancer sur un terrain qui était connu. exactement. Donc les débuts se sont bien passés. Bah, il y a eu ce reflux qui l'embêtait. Ouais, qui était énorme. Ça rendait les tétés compliqués.
les tétés étaient très compliquées et puis en fait, il fallait vraiment tout le temps la porter à la verticale. Les 5 premiers mois, franchement, elle était tout le temps à la verticale. Elle pouvait pas être portée n'importe comment. Donc j'ai été aidée par une monitrice de portage pour trouver le bon moyen. Euh, Mhm. Ça aussi, ça a été compliqué. Mais voilà, c'est toujours la même chose. C'est que voilà, j'avais les réflexes pour me faire aider, me faire accompagner. Mais au-delà de ça, l'allaitement de ma fille est franchement chouette. Oui, parce qu'il y a des monitrices de portage qui ont une formation en plus pour les reflux, c'est ça? Pour le portage d'un bébé qui a des reflux. Alors souvent vont avoir eu soit elles ont des parcours allaitement aussi. Euh, Ouais. Là, c'est une monitrice que vous pouvez suivre sur Instagram aussi, qui est à hauteur d'enfant, qui m'avait Ouais, bien aidée, sûr, Julie. qui est en plus, elle est en formation, elle va devenir la IBCLC. Voilà, il y a des monitrices comme ça qui sont vraiment passionnées aussi par l'allaitement et ça va avec. Mais généralement, les deux vont ensemble. Enfin, j'ai pas encore vu une monitrice de portage qui avait rien à faire de l'allaitement. Oui, c'est vrai, c'est relativement rare. Ouais, Moi non plus, j'en connais pas. voilà, ça va souvent ensemble. Bien, donc du coup, beaucoup de portages, des tétés compliqués, mais finalement, une fois le reflux géré, les séances ostéo, chiro passées, ça s'est apaisé. Oui, absolument impeccable. Et aujourd'hui, non, non, elle est. C'est un allaitement qui est intéressant parce que quand vous avez un enfant, un seul, on te dit profite, tu vas voir quand c'est un, c'est pas pareil. Puis je comprenais pas trop cette phrase. C'est vrai que voilà, ma fille a des tétés parfois qui sont quand même plus rock'n'roll parce que son frère est là. Donc le soir, par exemple, donc nous on a le principe la chambre familiale vraiment. Donc du coup, tout le monde dort ensemble. Ouais. Il y a les chambres des enfants et ils iront et ils y vont quand ils le souhaitent. Enfin, ma fille pas encore, mais mon fils oui. Mais là, le soir, par exemple, l'histoire du soir, très souvent, je la lis à mon fils et entre mon fils et moi, il y a ma fille qui est en train de téter en même temps et elle écoute. Mm, mm. Donc, il y a des tétés comme ça qui sont assez rock'n'roll en fait parce que en fait, la situation s'y prête pas toujours. Elle va lâcher le sein ou elle va le mordre quand tout d'un coup, dans l'histoire, il y a un truc qui fait rire mon fils. Enfin, voilà, c'est des trucs qui sont assez, mais ça donne vachement de magie. Je me rends compte à quel point les tétés avec mon fils étaient calmes et décontractés vraiment dans le silence de la chambre. Enfin, je faisais vraiment hyper attention à ça. Avec ma fille, je peux pas. J'ai pas le C'est temps. pas possible. Voilà, je m'occupe de tout le reste, enfin, surtout de son frère. Et du coup, il faut suivre. Hein. Donc voilà, il y a une fois où j'ai accompagné mon fils à l'école et ma fille était en chemin. Alors, elle était vraiment petite, elle avait 3 semaines, un mois. Bon, elle a tout vomi à l'école, évidemment, parce que je Ouais. trop vite voilà, elle a tout régurgité dans la classe. C'était super. Voilà, c'est un allaitement différent. Mais bon, c'est bien. Donc là, on part aussi sur, a priori, sur du sevrage naturel. L'allaitement du bambin, t'en avais une idée reçue avant que ça commence. Et puis tu t'es laissé porter par, comme tu le disais tout à l'heure, par ce premier allaitement qui marchait très bien à la veille. Et pourquoi ça marcherait pas le lendemain et à un moment, t'as lâché prise. Mais est-ce que t'avais une idée préconçue de l'allaitement du bambin avant d'allaiter? Je dirais que j'avais pas une image négative de ça. Je trouvais ça assez chouette et presque en fait assez fou que, Ouais. entre guillemets, une occidentale puisse le faire. Tu trouvais que c'était un peu un exploit? Ouais, franchement, je trouvais ça vraiment bluffant qu'on puisse le faire encore aujourd'hui, voilà, en Europe et en dehors de communautés baba cool, tu vois. Enfin, j'avais vraiment une vision un peu très très basique, quoi, Mhm. ou qui s'inspire de tribus amazoniennes, tu vois, des choses comme ça. Après, je m'étais dit, j'avais trouvé ça quand même assez beau de pouvoir continuer ce lien. J'avais trouvé ça intéressant. Puis je m'étais dit que si l'enfant y allait, il n'était pas forcé, parce que les enfants ont le droit de dire non. Et oui, un enfant décide quand il tète, ma foi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, je n'étais pas choquée du tout. J'étais plutôt ouais, surprise et intriguée. Ok, et puis du coup, après, une fois que tu étais dedans, ça t'a semblé plus naturel et ça a changé cette vision que tu avais un peu de cet aspect éventuellement un peu communautaire, enfin, qui appartenait à certaines communautés de pouvoir le faire. Ouais, alors oui, oui, je me suis rendu compte qu'effectivement, en fait, c'était possible, c'était facile, hein, parce qu'en fait, ce que je savais pas à l'époque, c'était que l'allaitement mis en place au bout d'un moment, bah oui, l'enfant peut être gardé la journée, aller à l'école, et puis les tétés marchent toujours, il n'y a pas de problème, le sein continue son travail. Hein. Donc ça, c'était quelque chose que j'ignorais, et du coup, comprendre ça déjà, ça change absolument toute la donne, et on Mhm. rassure. Après, moi, j'avais été assez
dans l'allaitement, j'ai j'ai vite vu en allaitant mon fils que voilà, plus on allaite, plus on est critiqué, plus on est jugé, plus on risque d'être jugé. Ça va pas être automatique, mais il y a quand même ce risque, hein. Et Ouais. l'allaitement du bambin est quand même pas encore très bien vu en France. C'est vraiment un euphémisme, c'est très rejeté. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui du coup m'avait un peu peiné. C'était que il y avait très peu de gens, très peu de lieux où les gens, enfin très peu de gens qui savaient que j'allaitais encore mon fils, et du coup très peu de lieux. Il faut, Parce que t'osais pas le dire. en fait, moi, je voulais pas le dire parce que je voulais pas que mon fils un jour ait à défendre ça. C'est un enfant et c'était pas à lui de défendre ça. Donc, D'accord. moi, je suis là, je peux le défendre, je peux avoir un avis. Donc, dans certains endroits, je le faisais. Genre, les Mhm. réunions familiales, les cousinades et autres où on est plein. Bon, bah là, je le faisais parce que j'avais le temps de discuter. Après, les endroits où vraiment mon fils avait sa vie à lui, je voulais pas prendre le risque voilà, qu'il soit critiqué, qu'il soit une cible. D'accord. C'est pas à lui de défendre ça. Il le défendra plus tard quand il sera plus grand, mais à 3 4 ans, c'est pas pareil. C'est mon avis. Je comprends. Oui, non, non, mais c'est un point de vue et c'est tout à fait défendable, ouais. Carrément. Ok. Le papa dans tout ça. Bah alors lui, exactement comme moi, c'est-à-dire que il est parti de zéro. Puis alors surtout en tant que papa, ça a été, je pense, plus dur pour lui parce que il a vu que ça fonctionnait bien, que cet allaitement, cette parentalité et tout ça, mais c'était complètement en opposition avec ce qu'on entend et avec ce qu'on vit. Lui travaille en entreprise et Mhm. très seul. Je peux pas parler de ce qu'on est en train de vivre au travail. Parce que soit on ne connaît pas, soit on se moque de moi, et c'est franchement difficile. Donc ça, pour lui, ça a été très dur. Il y avait aussi cette espèce de pression que personne précisément mettait, mais que finalement on entendait tout le temps de toute façon, c'est le rôle du papa de couper le cordon, donc c'est ton boulot de séparer le bébé de la maman. Mhm. Ça collait pas en fait les fois où en fait il essayait, déjà il se rendait compte que ça lui correspondait pas du tout, que c'était absurde, mais en plus, enfin voilà, nous on le détestait encore plus. Enfin, voilà, ça se passait très mal pour ça. Et puis en fait, petit à C'est petit, lui qui a le plus souffert du regard des autres finalement. il a pas mal souffert du fait d'être seul, d'être vraiment seul. Parce que du coup, moi en plus, avec l'allaitement de mon fils, j'ai commencé à m'intéresser à l'allaitement, à être dans une communauté qui me comprenait. Après, Ouais. j'ai écrit le livre, donc du coup, alors là, j'étais complètement dedans. Enfin voilà, j'étais dans mon monde et tout ce que je faisais, c'était bien. Si je faisais une réunion de travail ou autre et que mon fils était là et qu'il t'était, mais c'était vachement bien. Mais c'était dans un milieu très précis. Oui. Lui, voilà, parler de ça, parler à un moment de problème de tire-lait ou autre, comme ça, et ben, finalement, il en prenait plein la poire et ça se passait très mal. Ou le fait qu'il veuille rentrer tôt le soir pour voir son bébé, c'était super mal vu. Enfin, pourquoi est-ce qu'il allait quitter le boulot? C'était, c'était tout. Lui, je trouve que justement, et là aujourd'hui, il y a un énorme travail qui est fait sur bah, le congé Oui. maternel et tout ça, et du fait de paternité, pardon, et justement la place du papa dans la famille qui est hyper importante. Lui, je vois justement, enfin, il est hyper heureux de voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui parce qu'il y a justement 5 ans, il en a énormément souffert. Et Ouais, aujourd'hui, et puis il y avait dissonance entre sa vie à lui en entreprise qui restait la même et la tienne qui changeait au gré de ses allaitements. voilà. Et après, alors bon, petit à petit, c'est devenu notre monde à nous, donc c'était complètement, tout allait vraiment très très bien. Aujourd'hui, je vois avec notre fille, bah, en fait, il s'y connaît vachement bien parce qu'à force, bah, il se Ouais. connaît en même temps que moi. Et si jamais il va y avoir, si jamais on a des critiques, bah, souvent, en fait, c'est lui qui réagit en premier. Là, par exemple, donc ma fille elle commence la diversification, elle fait de la DME. Donc, pour ceux Mhm. qui ne connaissent pas, c'est la diversification menée par l'enfant où vous ne passez pas par l'étape purée, pour faire très simple, hein. Ouais. Je vous invite vraiment à vous renseigner, c'est hyper intéressant. Et on a des gens qui nous ont critiqué sur ça en disant, mais de toute façon, votre enfant, votre fille ne mange pas équilibré parce que si elle mange comme ça, elle mange pas ce qu'il faut, donc elle va avoir des problèmes en nutrition et autres. Et là, c'était mon compagnon qui a répondu en disant, bah non, parce que le lait maternel est là, couvre ses besoins. Alors oui, il y a quelques petits besoins à en faire, effectivement, mais ça, c'est pas un souci, on va pallier le problème. Et en fait, il connaissait la réponse. Et en fait, on a plus aucun doute. Et l'allaitement, c'est pas juste une affaire entre mon bébé et moi, c'est une affaire familiale où mon compagnon a toute sa place. Ok. Ouais, donc il s'est vraiment impliqué tout de suite. Il a eu un peu de mal avec
l'entourage au sens large. Voilà, vraiment au sens large au début. Mais après, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une affaire à... C'est tous ensemble, en fait. C'est vraiment Mon fils aussi, maintenant, aussi, prend un rôle dans cet allaitement. Il sait, voilà, il comprend quand sa sœur a envie de téter, il vient me voir. Elle n'a pas besoin de pleurer, il connaît les signes, en fait. Donc, du coup, c'est un ensemble. Qu'est-ce qui t'a donné envie dans tes allaitements de créer ces bouquins et pour informer les autres? Qu'est-ce qui a été le leitmotiv? Est-ce que c'est les difficultés que tu as rencontrées? Est-ce que c'est justement ces idées reçues enfin, les tiennes auxquelles tu as dû pas faire face mais que tu as dû modifier? Est-ce que c'est celles des autres auxquelles tu as dû faire face, auxquelles ton mari a dû faire face? Ça a été quoi ton leitmotiv pour te dire il faut que ça change? Euh, c'était c'était les retours négatifs que j'avais. Ça, c'était le moment où j'ai commencé à dire qu'il fallait faire quelque chose. Mon fils devait avoir 8 mois. Mhm. Et encore, enfin, son assistante maternelle le détestait parce qu'il était allaité. Elle cautionnait pas du tout l'allaitement. Donc, comme il avait 8 mois et qu'il était diversifié, tout ça a été mis en place. Officiellement, on a dit qu'il était sevré. C'est là où j'ai commencé un peu à mentir à mon entourage en disant, bon, là maintenant, je veux la paix, je veux vivre mon allaitement comme je le souhaite, et je veux pas Mhm. avoir de remarques négatives en fait. L'assistante maternelle en a commencé à mentir, donc son comportement a changé du jour au lendemain. Le jour où Mais officiellement non. il était sevré, mon fils est devenu super mignon. C'était vraiment terrible. Ah oui. Et il y avait une demande énorme dans ma vie. Il n'y avait pas d'assistante maternelle. On a essayé de trouver quelqu'un d'autre, mais ce qu'on trouvait était pire. Mon Mhm. généraliste m'a fait des remarques aussi sur mon allaitement en me disant que ça faisait perdre des neurones et qu'il fallait peut-être quand même que j'arrête. Euh, Ah, ça te faisait perdre des neurones à toi? oui, oui, à moi. On aura quand même tout entendu. Elle est pas mal celle-là. Ça va vous faire perdre des neurones. C'est assez fou. Et en fait, j'ai commencé à en parler beaucoup plus ouvertement à mon entourage, à mes copines, qui avaient aussi des bébés, et toutes avaient vécu des trucs comme ça. Donc là, j'ai commencé à faire des illustrations uniquement Mhm. pour réunir ces témoignages, parce qu'en fait, une fois qu'ils étaient réunis, qu'on les lisait tous ensemble, on se rendait compte à quel point c'était con. Et en fait, parce que quand on est tout seul devant un médecin et que votre médecin vous dit, mais si votre enfant ne dort pas, c'est parce que vous l'allaitez, bah, il y en a quand même beaucoup qui vont se remettre en question ou qui peut-être même vont finir par pleurer le soir quand le bébé pleure. Donc voilà, ça, je voulais réunir tous ces comme témoignages pour dire, mais non, en fait, n'écoutez pas ça, c'est ridicule, ce sont des gens qui n'y connaissent rien, ne se posent pas de questions. Euh, Mhm. et puis petit à petit, j'avais ouvert un blog à l'époque. Après, j'ai fait des fiches pratiques pour donner des réponses aux mamans, pour dire, bah oui, c'est vrai, on me dit que mon bébé, par exemple, ne dort pas, mais alors qu'est-ce que c'est? Et du coup, trouver les réponses. Et après, j'avais encore plus élargi en mettant dans ce blog ce qui se passait dans le monde. Parce que on va vous dire, oui, mais en France, je sais pas, le dodo, ça se passe comme ça, par exemple. Bon, Ouais. oui, mais en Argentine, bah, les enfants, ils sont pas couchés à 8 heures, ils sont couchés à 10 heures du soir, par exemple, et ça se va très bien. Et l'allaitement dans les restaurants, parce que l'enfant vit avec les parents, bah, ça pose aucun souci, parce que la vie sociale tourne autour de ça. Mhm. En fait, bah, qui a raison? Les Français ou les Argentins? Il faut trouver. Hein. Donc en fait, c'était bien aussi d'élargir vraiment l'angle de vue pour dire, mais en fait, il n'y a pas une solution. C'est une solution selon vos critères à vous, votre contexte. Et puis le livre est arrivé après. Ça, voilà, c'est arrivé juste après. En fait, l'idée, Ça en a découlé. oui, ça en a découlé. En fait, moi, c'était mon métier à l'origine. Je suis auteur, je travaillais déjà avec des éditeurs, donc j'avais un peu, tout était prêt en soi. D'accord. Juste à signer avec les éditeurs qui voulaient pas, parce que l'allaitement, c'est un sujet niche, ça parle à personne. C'est Mhm. complètement absurde. Mais en tout cas, pour eux, ça parlait à personne et c'était pas rentable. Et puis, on allait encore mettre la pression sur les mamans. Et puis, ce qui n'était pas du tout le cas du livre et ce qui n'est toujours pas le cas. Moi, je voulais vraiment faire un livre. Je voulais un livre hyper illustré parce que je trouve que on lit plus facilement un paragraphe de texte avec un dessin. Ça, ça donne C'est envie, vrai. c'est plus simple. Et puis, souvent, une situation, on l'explique beaucoup mieux avec un croquis qu'avec 3 pages de texte. Donc, Ouais, ouais, ouais. après là-dessus. Mais voilà, mon boulot était comme ça. C'était déjà moitié texte, moitié dessin, donc ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Et je voulais surtout avoir un ton.
un peu comme une conversation de copine au bistrot du coin avec le ballon de rouge et la rondelle de saucisson un petit peu. C'était un peu, voilà, je voulais quelque chose d'un peu franc. Et pas de vous allaitez, c'est bien, c'est beau, vous êtes merveilleuse, mais plutôt j'ai mal au nichon, j'ai une crevasse, ça fait chier. Enfin, pas aussi violent, Ouais. mais pas loin. Un truc très d'aujourd'hui. Quelque chose où je... Non, mais sans parler du mot vulgaire, du mauvais côté du mot vulgaire, mais ça vulgarisait vraiment beaucoup l'allaitement et pour le rendre accessible, quoi. C'est ça, c'était vraiment important. Et puis, le livre est sorti et continue d'évoluer. En fait, là, c'est la 3e version qui est sortie, là, parce qu'en fait, moi, je vais continuer, je vais faire des formations, je revois mes textes, parce qu'à l'époque, je me rends compte que le premier était plein de colère quand même, parce que avec tout ce que j'avais entendu, bah, forcément, ça se voyait un peu dans le texte. Mhm. Et voilà, maintenant, c'est vraiment devenu bah, mon travail, en fait. L'allaitement a tout changé, en fait, dans ma manière de vivre, de travailler. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu un avant, un après. Il y a eu un avant et un après allaitement. Exactement. Ok, et ton mari, ça a fait évoluer aussi des choses de son côté, alors pour lui précisément, et puis pour votre vie de famille en général. Alors, oui, complètement. Mais alors, là, ça nous a fait entrer dans un monde vraiment de ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les nouvelles parentalités et tout ça. Donc, nous, il y a eu l'allaitement, c'est certain. Le portage est rentré complètement dans nos mœurs et de mon compagnon et moi-même. Mais mon compagnon a mis un peu plus de temps à s'y mettre, mais parce qu'il pensait que ça ne collait pas avec sa morphologie. Mais en fait, non, ça colle très très bien, il n'y a pas de problème. Et il voit la différence en fait sur l'enfant qui se pose contre toi, qui se détend. Enfin, en fait, il se rend compte, il a compris aussi, et on a compris ensemble que prendre cette parentalité-là, où justement on vit dans une chambre familiale, enfin voilà, enfin, je vous laisse imaginer la taille de notre lit, il est énorme. On a collé 2 lits ensemble pour que nous 4 on puisse coller dedans. Euh, Ouais. on ira en acheter un au Japon, mais bon, ce sera pas tout de suite et ça va nous coûter cher. Mais voilà, et en fait, ça nous a rapprochés de nos enfants et ça nous a rapprochés en fait d'une vie hyper simple. Et c'est très difficile à expliquer et je sais pas s'il y a beaucoup de parents, enfin, il faut vraiment le vivre pour comprendre ça, que bah, en fait, ne pas acheter tous les accessoires qu'on nous propose, les poussettes, les X lits à barreaux, tout ça, en fait, en soi, on n'en a pas besoin. Mm, mm, mm. Et ça nous a fait complètement changer ça. Et en fait, la vie est 1000 fois plus simple. Il n'y a rien de plus simple que d'avoir une parentalité de ce type-là. C'est compliqué au début parce qu'en fait, on fait tout tomber, on est obligé d'essuyer en disant, bon, ok, alors, ce avec quoi on a grandi, ce avec quoi nos parents nous ont élevés. Alors, du coup, les grands-parents, généralement, sont un peu déstabilisés. Les nôtres, en tout cas, ils sont ultra déstabilisés. Euh, c'est vraiment, ça fait un bien fou. En fait, ça nous simplifie beaucoup de trucs. Et les rapports, je vois, de mon compagnon avec notre fils au début, quand il était tout bébé, où on avait encore cette vision très traditionnelle, Ouais. des préjugés un peu. Bon, bah, c'était beaucoup plus conflictuel. Avec ma fille, c'est très différent. Enfin, ça s'est vachement calmé au bout de quelques mois quand on a commencé à se dire que c'était pas normal, en fait, ce qui était en train de se faire. Mhm. Vachement calmé. On se rend compte à quel point ils sont devenus fusionnels. Avec ma fille, où dès le début, on a mis ce style-là, mais en fait, c'est ultra fusionnel et en fait, il a pleinement sa place dans la famille. En fait, c'est un ensemble et il n'y a pas à savoir qui doit couper le cordon, qui doit se tenir comme ça, qui doit faire ça. En fait, c'est vraiment, ouais, c'est un travail de groupe. Parce que sur ce premier allaitement, il aurait été d'accord pour dire que ça l'empêchait un peu de prendre sa place. Alors, il serait pas allé jusque-là, mais il était très tenté, par exemple, de donner à l'époque le biberon, un biberon de mon lait. Mais Ouais. il disait, mais quand est-ce que je vais le faire? Parce qu'il faut, voilà. Puis à un moment, je lui ai dit, mais c'est pas ça, s'occuper d'un bébé. Et puis en fait, c'est c'est là où il a vite percuté. Il m'a dit, bah oui, en fait, je suis con, parce qu'en fait, je m'occupe déjà de notre fils. Enfin, Eh oui. il m'a dit, en fait, je crois que c'est juste, c'est ce besoin de toucher ou de faire parce qu'on est là, comme, voilà, on jette une pièce quand on est à une fontaine connue. Voilà, on est là, il faut le faire. Et là, on a un bébé, bon, bah, il faut lui donner un biberon parce que, voilà, un bébé, on lui donne un biberon. Et en fait, C'est ancré dans les mentalités. c'est ça. Et en fait, quand je lui dis, mais c'est pas ça un bébé, enfin, il n'y a pas que ça. Et là, en fait, ouais, il y a eu un gros électrochoc en me disant, mais oui, je suis con, en fait, qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, je lui donne le bain, je le mâche, je lui chante des chansons, on se balade, on fait plein de trucs ensemble tous les deux. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de donner ce bip? Pourquoi est-ce que ça me gratouille? Il y avait un peu ça au début.
C'était... Mm, Mais aujourd'hui, voilà, après toutes ces années d'allaitement, il y a eu mm. Ouais. cette évolution et pour lui, voilà, tout ça est complètement normal et en fait, il se dit, on en parlait l'autre jour, il me dit, mais en fait, voilà, je m'occupe autant, c'est pas parce que tu allaites que je m'occupe pas de notre fille, en fait. Ah ouais. En effet, c'est ancré qu'un bébé, bah, faut le nourrir, quoi. Mais c'est ça. Et qu'en fait, il n'y a que ça. Alors, il y a tellement d'autres choses avec un bébé, enfin, c'est hyper intéressant à voir. Et du coup, ces approches-là, c'est assez fascinant. Enfin, là, nous, par exemple, c'est un mini-crochet, mais la DME qu'on n'avait pas faite avec notre fils, Ouais. c'est assez rock parce que du coup, c'est, elle se débrouille toute seule. Alors, tant bien que mal, il y a des moments, les bouts de pommes de terre, ils finissent dans son nez. Bon, bah, c'est pas grave. Mais elle, elle prend complètement part à notre repas, en fait. Elle n'est pas passive où on lui donne la compote à la cuillère et du coup, nous, on est occupés uniquement à ça. Là, on Mhm. est les quatre ensemble et chacun mange à son rythme. Enfin, voilà, c'est un vrai échange, c'est hyper constructif. Toutes ces approches-là sont hyper intéressantes parce que ça rend le bébé ultra acteur et chaque membre de la famille a une importance. Ouais, oui, donc c'est pas que l'allaitement, c'est cette parentalité Ouais, au global qui a fait évoluer vos ouais, mentalités. ouais, ouais, c'est un ensemble. Pour moi, c'est vraiment un ensemble, mais c'est l'allaitement qui nous a menés à ça. Et ça, j'en suis Ça a été la porte d'entrée. clairement. Pour nous, ça a été la clé. Tu donnerais quoi comme conseil à des mamans qui ont envie d'allaiter et qui se posent des questions? Tu leur envoies ton livre? Oh non, évidemment, je leur proposerai, mais parce que en même temps, il y a très peu de gens qui me connaissent et savent ce que je fais comme boulot. Et savent que j'ai écrit ce bouquin-là. Parce que je ne mets pas trop mon travail en avant, parce que je ne veux pas mettre une pression. Mais D'accord. après, une maman, ce que je lui donnerais comme conseil, c'est premièrement de se faire vraiment confiance, mais à un stade, c'est pas juste ah tiens, je sens que là j'ai mal ou que mon bébé est pas bien. C'est par exemple, ne serait-ce que par exemple, si vous n'avez pas envie d'avoir la visite de vos parents ou la visite de copines ou vous n'avez pas envie de sortir, ne le faites pas. Écoutez-vous, parce qu'en fait, il y a un moment où votre rythme naturel, il faut l'écouter, il faut le respecter. Et Ouais, et on n'a pas toutes le même. ça, c'est et au moindre problème aussi, appelez de l'aide. Dites que vous avez un problème parce que cette peur, moi-même, je l'ai eu de, je vais pas déranger, oh, ça, je vais passer pour une imbécile. De toute façon, c'est rien. Bah, en fait, si, c'est important. Et ça, il y a beaucoup d'allaitements, je pense, qui tombent à l'eau à cause de ça, parce qu'on met trop de temps à dire j'ai un problème. Euh, Mm, mm. et puis au début, je dirais aussi se renseigner, mais un petit peu, parce qu'en fait, il faut pas non plus être une encyclopédie, parce qu'après, bah voilà, moi j'ai eu le problème avec ma fille où je trouvais 20 000 problèmes, c'est pas non plus la solution. Ce qu'il faut, c'est juste être attentive et être au courant des quelques problèmes que vous pouvez avoir, les crevasses, l'engorgement, la mastite, ce genre de trucs. Voilà, il faut savoir les reconnaître tout de suite. Donc, tout comme vous reconnaissez les symptômes d'une gastro, d'une grippe, bah, vous savez quel médicament ou quand il faut aller chez le médecin. Bah, l'allaitement, c'est pareil. Il y a des trucs qu'il faut reconnaître. Ça n'arrive pas tout le temps. Il y a des mamans qui n'auront absolument rien. Et quand ça Mm, mm. arrive, il faut bien être au courant. Donc, moi, Voilà. je dirais ça. Rien ne sert de connaître tout, mais en effet, voir les signaux d'alerte, voir la petite lumière rouge là qui clignote et qui s'allume et qui dit oups, là il va justement me falloir un expert pour m'aider, mais pas plus. Pour le reste, Oui, oui, mais les mamans ont tout en elles pour avoir un allaitement magnifique et voilà, leur bébé aussi, c'est vraiment un binôme d'amour qui est merveilleux. Et il y a tout, tout est là. Donc en soi, on n'a pas besoin de grand-chose. Vraiment, elle est d'accord, ta loulou. elle approuve. Elle a validé. Ok, donc faites-vous confiance, vous avez les ressources en vous et puis voilà, voyez juste les signaux s'allumer si jamais un problème se présente pour Voilà, pouvoir accéder aux personnes qui sont formées. absolument. À propos de ton fils qui est né un petit peu avant, alors c'était pas une vraie prématurité, hein, si j'ai bien compris, il est né à 37 semaines, c'est ça? Il est né à 37. Il est né à 37. Donc 37 semaines, bah, médicalement parlant, c'est pas un vrai prématuré, mais ça reste que pour un allaitement, c'est quand même un peu tôt. Euh, euh, comment toi comment toi tu l'as vécu cette période d'un bébé qui était bah, pas tout à fait prêt à sortir et qu'il fallait allaiter? Ça a été quoi les difficultés? À part, tu disais, sa fatigue, il y a eu autre chose? Alors, mon fils est né à 37, il n'était pas préma, mais voilà, il était quand même
petit et voilà, il manquait un peu de, bah voilà, il manquait de ces mois à faire du gras dans mon ventre euh, pour avoir du tonus. Donc c'est vrai que les tétées étaient très très courtes. Et puis voilà, moi je m'y prenais pas très bien aussi. J'étais voilà, le mélange a fait que c'était pas facile. Entre une maman vraiment novice, qui s'était pas vraiment renseignée, qui ne pensait qu'à la position de la Madone, parce qu'il n'y avait rien d'autre de possible, alors que voilà. Euh, il y avait beaucoup de choses que j'aurais pu faire si je m'étais posé un peu plus de questions. Mais ben, voilà, il y avait aussi un accompagnement qui n'avait pas été là. L'allaitement du préma, après moi c'est vrai que j'ai travaillé donc sur ce sujet-là. C'est pas moi qui ai eu l'idée, il faut quand même que je rende vraiment à César ce qu'il y a à César. C'est en fait la sous-directrice de l'association Solidarilé qui m'avait contacté. Ils avaient soutenu la sortie du livre le manuel, hein, parce qu'on avait fait une campagne de financement participatif et Solidarilé avait été là. Ok. Du coup, j'avais pas mal échangé avec eux. Ils m'avaient dit, cette femme-là travaille en néonat. Ils m'avaient dit, il manque un outil de travail. Donc, il faut vraiment que. Et là, ça m'avait vraiment touchée parce que l'idée, c'est hyper important l'allaitement maternel dans la prématurité. C'est quelque chose Mhm. de vraiment important, de vital. Et puis, aucun outil là-dedans, ça m'avait vraiment touchée. J'avais trouvé ça encore plus injuste. Je Ouais. me suis dit que là, il fallait. Et qu'il n'y ait pas de livre parce que justement, bah, en fait, c'est pas rentable. J'avais trouvé ça vraiment dégueulasse. Donc, du coup, j'avais travaillé dedans. Donc, j'étais allée voir l'hôpital Necker à Paris, qui est un hôpital spécialisé dans les enfants. Ouais. J'étais allée les voir pour qu'ils m'accueillent et puis qu'ils corrigent mon travail. Et puis après, on avait vraiment lancé ça. Et effectivement, c'est un allaitement très particulier qui se passe souvent par l'étape du tir-allaitement, même de toute façon quasiment à chaque fois. Donc du coup, c'est quand même une approche très différente. Ouais. C'était une période absolument passionnante et très touchante parce que du coup, j'ai échangé avec énormément de mamans, une quarantaine, euh, pour justement connaître cet allaitement-là. C'était Ok. c'était un sujet, et ça reste un sujet vraiment très important. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, on en profite pour reparler encore une fois du don de lait. La prématurité, alors, les bébés ont tous besoin idéalement de lait maternel, mais le prématuré encore plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les lactariums existent et qui permettent aux mamans qui auraient des surplus de lait ou pas de surplus, mais qui ont envie de produire un peu plus et de tirer leur lait pour ces petits chouchous qui arrivent trop tôt. Ils en ont encore plus besoin que les autres. On les privilégie Oui, oui. sur ce point-là. Ah ouais. Et donc si jamais, je sais pas, vous débordez un peu de lait ou alors que vous arrivez à trouver le temps dans votre journée de faire un tirage par-ci par-là et que vous avez envie d'en faire profiter des loulous qui arrivent trop tôt, alors rapprochez-vous du lactarium qui est dans votre coin. Il y en a partout et en général c'est assez simple. Ils vous rendent la vie facile. Éventuellement ils vous envoient le tire-lait pour certains. Ils vous envoient quelqu'un pour venir récolter. Enfin voilà, normalement c'est quand même assez simple à mettre en place. C'est très très simple. Enfin, moi, je suis passée par ça pour les deux et non, c'est vraiment quelque chose d'assez facile à mettre en place, très clairement. Parfait, merci beaucoup Caroline Mais je t'en prie. pour cette petite précision à propos des prématurés. Et avant qu'on se quitte, je te propose de répondre à mon interview Fast Milk. Oui. Alors, Caroline, est-ce que tu peux me donner ta tétée la plus insolite? Alors pour moi, la plus insolite, ce sera plutôt la plus magique en fait. C'est celle où, avec mon fils, j'avais eu beaucoup de mal d'allaiter dehors pour plusieurs raisons. Mais avec ma fille, j'ai un peu pris ma revanche. Et cet été, à un moment, on s'est fait une petite tétée dans les côtes bretonnes. J'étais mais toute seule devant la mer et il y avait rien. J'avais pas de sac à main, j'avais pas j'avais rien. J'avais juste en gros ma robe et mon bébé. Et Mhm. franchement, c'était chouette d'être aussi libre. C'était vraiment une sensation de liberté où rien n'était impossible. Je me disais mais là, je suis au bout de tout et j'ai besoin de rien. Et ça, c'était ouais, franchement celle dont je me rappellerai toute ma vie. Ok. Est-ce que tu as un truc hyper glamour qui t'est arrivé durant ton allaitement? Euh, bah, je pense que ça arrive à beaucoup de mamans, mais il m'est arrivé quand même pas mal de fois de sortir les seins à l'air, enfin un sein à l'air, parce que j'oublie de le ranger. Et ça m'arrive franchement souvent, c'est terrible, hein. Donc, je pense que les livreurs ont dû se donner le mot, enfin, je sais pas, mais en tout cas, clairement, je suis un peu la nana au sein à l'air. J'oublie un peu trop souvent de ranger mes...
Je suis la nana au sein à l'air. Génial. Ta position préférée, Caroline, dans le Kama Sutra de l'allaitement? Alors, je dirais, j'en ai deux. C'est vraiment les positions de feignasse, allongée et BN. C'est celle où on se Celle où repose, on se repose, ouais. celle où on se repose, où le dos ne fait aucun effort. Ok. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, alors tu as même le droit à 2 mots si tu veux me donner un mot pour le premier allaitement et un mot pour le deuxième. Ou un seul pour les Euh, deux, comme ça, comme tu voilà, veux. le premier, je dirais, mais le deuxième un peu aussi, mais je dirais découverte, hein, parce qu'il y a tout un monde qui a été là. Et puis le deuxième, je dirais apaisement, parce que finalement, il y a eu toutes mes colères du début qui sont parties, et là, c'est juste un délice. Il n'y a plus aucun combat à mener. Le livre est fait, ce changement de vie est arrivé, l'allaitement est quelque chose qui est vraiment ancré. Il Donc là, c'est uniquement du bonheur. n'y a plus qu'à profiter. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ok, cool. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir répondu à toutes les questions de Milkshaker. Bah, écoute, c'était un plaisir. Ouais, pour moi aussi, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Je vous rappelle à tous et à toutes que vous pouvez suivre Caroline depuis son compte TT en TT. Donc c'est TT, pas le mot en entier, mais la lettre T 2 fois, en TT, pareil, le T 2 fois. Vous pouvez suivre sur son compte très régulièrement. Caroline vous fait des petits posts avec une jolie illustration qu'elle a faite et des informations en dessous. Alors Caroline n'est pas professionnelle, experte de l'allaitement, mais elle est quand même très renseignée. Et en général, vous avez des infos vérifiées sous ces Oui, postes qui vous permettent, comme on en parlait tout à l'heure, finalement de voir cette petite lumière rouge éventuellement s'allumer si on parle d'un problème d'allaitement et de se dire tiens voilà, ça c'est un truc qui peut arriver, je peux avoir une mastite et là j'ai l'impression d'avoir ces signes là, donc il faut que je me fasse aider. Et puis vous avez plein d'autres postes, c'est quasi toujours, non, c'est toujours au sujet de l'allaitement, et c'est un super compte très informatif pour des mamans qui veulent allaiter, et surtout très, très bienveillant et toujours au service des mamans, qu'importe leur projet d'allaitement. oui, il y a toujours un respect du choix. C'est très important. Un mélange de culture et d'information. Ok, super. Donc voilà, suivez son compte. Évidemment, procurez-vous son manuel très illustré d'allaitement qui est une merveille et qui est, outre le fait qu'il est très intéressant, hyper agréable à regarder. Donc voilà, je vous invite à vous le procurer si le cœur vous en dit. Et puis, quoi d'autre? Autre chose? D'autres projets qui arrivent? Bah écoute, oui, je vous donne rendez-vous si jamais vous voulez une version anglaise. On est en train de travailler dessus. On va lancer une campagne de financement participatif pour lancer la traduction. Et ce sera début novembre. Donc voilà. Donc en gros, si tout va bien, mais ça va bien aller. euh, voilà. Donc en gros, en janvier-février, il y aura la version anglaise du manuel très illustré d'allaitement. Donc ça y est, Ça, le manuel très illustré d'allaitement, normalement, va voyager. voilà, ça y est, il partira. Bah, déjà, on a des pistes, voilà, en Irlande, en Angleterre, Canada, États-Unis, c'est certain. Donc voilà, il va partir. Ok, donc si vous voulez l'aider à voyager, ça se passe début novembre. Voilà, c'est ça. De toute façon, j'en parlerai. Je pense que je vais vous harceler sur Instagram. Mais voilà, on ne pourra pas passer à côté. Ouais. Voilà, c'est début novembre. Là, on tourne, on est presque début octobre. Il y a des chances que cet épisode sorte après le début de la campagne. Alors moi, je vous en aurais forcément parlé d'une façon ou d'une autre via le compte de Milkshaker. Mais voilà, quand cet épisode sortira, alors probablement que la campagne aura déjà été lancée. On vous invite donc à aller aider le manuel très illustré d'allaitement à commencer son grand voyage. Envoyez le lien à toutes vos copines anglophones. Il y en a plein. Je pense que c'est pas ce qui manque. Non, normalement, c'est pas ce qui manque. Ok, super. Merci beaucoup, Caroline. Encore une fois, d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. Et à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Merci 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes, ou encore en parlant beaucoup autour de vous.
Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. You know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. Just me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. So I'll be there, I'll be there for you.